Bon après-midi à tous et à toutes. Alors, Madame Julie Filteau côtoie le domaine de la justice depuis 1987, alors qu'elle débute son cours collégial en technique policière. Tout en étant au service de la police de Lévis depuis 1990, elle perfectionne d'autres aspects de la profession de policier en suivant différents cours qui l'orientent vers des enquêtes sur les agressions sexuelles, les abus physiques et les décès de jeunes enfants. En 2002, elle obtient un certificat en droit et depuis 2006, elle est en voie d'obtenir un baccalauréat en sécurité publique. Elle a occupé le poste d'enquêteur spécialisé en agressions sexuelles de 1998 à 2007 et elle est maintenant sergente détective principale depuis mai 2007 et responsable de l'équipe d'enquêteurs de crimes contre la personne. Son cheminement l'a amené à se joindre aux Nations unies. De novembre 2004 à mai 2005, Mme Filteau a réalisé une mission en République démocratique du Congo comme expert investigateur en abus d'enfants et plus spécifiquement a mené des enquêtes sur les crimes à caractère sexuel commis par des membres des Nations unies. Elle était aussi responsable d'une sous-équipe d'enquêteurs devant investiguer des cas dans tout le pays. Depuis juillet 2008, elle fait partie du Centre Pearson pour le maintien de la paix, connu aussi par Pearson Peacekeeping Center. Elle y participe à titre d'expert au développement du cours SGBV, Sexual Gender-Based Violence, et si vous voulez en français, violence sexuelle basée sur le genre, pour les enquêteurs spécialisés déployés par les Nations unies au Soudan, dans la province du Darfour. Elle a été facilitateur senior pour la diffusion de Secours au Kenya en décembre 2008. Mais elle a aussi été facilitateur pour la diffusion du cours UNPOL, qui est un cours destiné à la police civile des Nations unies, et ceci au Rwanda en octobre 2008. Malgré son emploi à temps plein au service de la police de Lévis, il ne faut pas négliger de mentionner que Mme Filteau siège encore sur de nombreux comités que je n'énumérerai pas ici parce qu'ils sont très nombreux, mais vous les avez dans votre feuillet, mais celui, entre autres, du comité d'examen des décès d'enfants pour la région de Québec. Mais elle est aussi membre de l'Institut international de recherche et de formation de l'ONU pour l'avancement de la femme. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, « Quand violer et tuer des femmes devient une arme de guerre », nous rappelle que la situation des femmes à travers le monde est encore précaire et que celles-ci restent encore malheureusement des victimes. En cette veille de la Journée internationale de la femme, nous sommes heureux de vous présenter Mme Julie Filteau, qui va nous partager son expérience vécue en République démocratique du Congo et va nous témoigner aussi de cette violence faite aux femmes et aux enfants. Mme Filteau, bienvenue. J'aimerais d'abord remercier le comité organisateur de ces conférences Notre-Dame qui m'a permis de conserver le titre de ma conférence, même si, à première vue, il pouvait sembler sensationnaliste ou accrocheur. Il apparaît cependant qu'au cours des 15 dernières années, plus de femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes que d'hommes ont été tués au combat dans les guerres du 20e siècle. Le viol et le meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes est la triste réalité rencontrée dans plusieurs pays en conflit, en particulier la République démocratique du Congo et le Soudan. Rapporter cette terrible réalité, c'est faire justice à ces femmes et à ces enfants qui vivent ces atrocités dont j'ai été témoin. C'est en sensibilisant et en informant les gens qu'on parviendra un jour à enrayer ce phénomène, puisque malheureusement, notre mode de vie contribue au malheur de ces populations. Je vais aujourd'hui vous parler de mon expérience auprès des victimes de violences sexuelles vivant en Afrique dans les zones de guerre. J'aimerais, avant de commencer, profiter de l'occasion pour saluer les Sœurs de la Charité de Québec qui sont ici cet après-midi. Elles m'ont enseigné au couvent de Lévis pendant mon secondaire.
Je n'ai de cette époque que des souvenirs heureux. Ces femmes se sont dévouées dans l'éducation de générations de jeunes filles. Merci. Commençons par un peu d'histoire. Dire que le viol et les violences sexuelles sont utilisés comme armes de guerre est un phénomène récent, c'est faux. C'est une réalité qui fait partie des conflits depuis le début des temps. Avant la chute de l'Empire romain, en Grèce et en Égypte, le viol était considéré comme une récompense accordée aux vainqueurs et les femmes comme des trophées de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on estime à 2 millions le nombre de femmes violées par l'Armée rouge. Pendant cette même période, une génération de femmes polonaises ont été violées d'abord par l'armée nazie sur la route de la conquête de l'Europe et ensuite par l'Armée rouge en route pour conquérir l'Allemagne. De plus, il faut ajouter à ce nombre les violences et les mutilations sexuelles pratiquées sur les femmes juives déportées. La guerre des Balkans, dans les années 90, est venue changer notre perception des choses. La médiatisation de ce conflit a attiré l'attention internationale sur les violences sexuelles commises sur les populations civiles. On y a découvert l'existence de rape camp. Les jeunes filles et les femmes étaient enlevées et conduites dans ces camps où elles devenaient des esclaves sexuels des soldats. Les violeurs ont par la suite avoué que leur but était de féconder ces femmes afin qu'elles accouchent d'enfants issus de l'ennemi. Les femmes qui étaient retenues prisonnières jusqu'à ce que leur grossesse soit trop avancée pour qu'elles subissent un avortement. Pendant le génocide rwandais, 500 000 femmes ont été violées et ont été victimes de mutilations génitales. Plusieurs d'entre elles ont été infectées par le virus du sida et sont décédées par la suite. En Ouganda, le mouvement de rébellion Lord Resistance Army aurait enlevé 20 000 enfants afin d'en faire des soldats et des esclaves sexuels. Le viol a été utilisé lors de tous les conflits armés au cours de l'histoire. Parmi les conflits actuels, 2 ont retenu mon attention. Le conflit au Soudan, dans la province du Darfour, et celui de la République démocratique du Congo, puisque mon travail d'enquêteur m'y a amené à y conduire des enquêtes ou à y former des enquêteurs spécialisés. Le viol, une arme de guerre efficace. Récemment, M. Paul Dewar, député fédéral et président du groupe parlementaire multipartite pour la prévention du génocide et des autres crimes contre l'humanité, disait que dans les conflits actuels, le corps des femmes était devenu un champ de bataille sur lequel les rebelles et autres groupes armés gravent d'inimaginables actes de violence. Cette citation est exacte, car plus discret que les massacres, le viol est une méthode de terreur si efficace qu'elle est devenue une pratique courante, adoptée par tous les groupes en présence lors de conflits armés. À plus ou moins grande échelle, le viol est avant tout une arme redoutable de destruction de la famille et de la société. En temps de guerre ou de troubles intérieurs, il sert à humilier, terroriser, soumettre les populations. Les victimes sont dépouillées de leur dignité et chassées de leur famille, déstabilisant ainsi l'ensemble de la structure sociale d'un peuple. Mais comment le viol, utilisé spécifiquement et délibérément, peut-il être une arme de guerre aussi efficace? Parce que le viol est principalement utilisé pour chasser les habitants d'un territoire. Le Congo serait un des pays ayant les plus grandes richesses naturelles non pétrolières du monde, mais les Nations unies lui ont aussi donné le titre de capitale mondiale du viol en raison de l'exploitation illégale des richesses par les différents groupes armés. Ces groupes armés terrorisent les paysans en violant les femmes pour ainsi prendre le contrôle des régions riches en diamants, or et coltan. Le coltan, un minerai rare composé de colombite et de tantale, est à l'origine de la majorité des conflits. Ces métaux sont utilisés dans la fabrication des composantes électroniques de caméras, d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de missiles et surtout de téléphones cellulaires. En 2000, à l'arrivée de la nouvelle console de jeux PlayStation,
le prix du coltan est passé de 60 à 1 000 $ le kilo. Au Congo, les campagnes se vident malgré le climat propice à l'agriculture. Les groupes rebelles attaquent et pillent les villages, violent les femmes et enlèvent les jeunes garçons pour qu'ils travaillent dans les mines à l'extraction des métaux. Les paysans fuient et vont mourir de faim dans les grandes villes surpeuplées que sont devenues Bukavu et Goma. Les groupes armés prennent ainsi le contrôle de régions entières du pays où ils peuvent poursuivre la contrebande de ces ressources naturelles qui seront envoyées par petits avions dans les pays voisins où ils transiteront dans les ports côtiers et seront transportés par bateau jusqu'en Chine, en Belgique, en Thaïlande, en Inde, pour ensuite se retrouver dans nos salons et nos sacs à main. Parce que le viol est utilisé par les combattants ennemis pour intimider et traumatiser les populations et ainsi en assurer le contrôle social. Les personnes déplacées ou réfugiées sont sorties de leur milieu et perdent leurs repères, familles, voisins, entourage, ainsi que leurs leaders traditionnels. Au Congo et au Soudan, ils se retrouvent dans d'immenses camps où les femmes et les enfants sont isolés et vulnérables aux violences sexuelles. Parce que le viol est utilisé pour tarir la race. Les combattants ennemis engendreront des enfants par le viol des femmes. Les femmes et les enfants nés de ces viols seront souvent abandonnés ou chassés de leur famille et vivront sans support familial et communautaire et seront considérés comme des ennemis. Les femmes enceintes seront aussi ciblées par les agresseurs dans le but de provoquer des fausses couches. Parce que le viol est utilisé comme une arme de nettoyage ethnique afin de détruire les liens d'une communauté, la rendre vulnérable et l'appauvrir. Dans plusieurs régions, les viols sont faits en public, devant la famille et la communauté afin d'accroître l'humiliation. Ces femmes sont chassées de leur famille car elles sont considérées comme souillées et les jeunes filles ne peuvent plus se marier. Au Darfour, plusieurs victimes sont mordues ou mutilées par leur agresseur afin qu'elles puissent être identifiées. Dans ce pays, le rôle traditionnel des femmes est de s'occuper des enfants, nourrir la famille en cultivant la terre ou en faisant du petit commerce, aller chercher l'eau et le bois pour la préparation des repas. Lorsque les combattants violent ces femmes, ils ont conscience qu'ils peuvent briser une communauté car ces femmes ne pourront plus subvenir aux besoins des familles. Le dysfonctionnement social engendrera la pauvreté à grande échelle. Les gens ne sortent plus pour aller au travail ou cultiver la terre, les routes devenues dangereuses se détériorent et deviennent impraticables, avec comme résultat que la communauté ne peut plus faire de commerce et s'appauvrit. Parce que le viol est même utilisé par le combattant de son propre clan pour contrôler et soumettre. Les agresseurs s'assurent ainsi de bâillonner l'opposition en faisant régner un régime de terreur dans leur propre communauté. De la même façon, ils punissent et dissuadent toute collaboration avec l'ennemi. Pourquoi le viol en temps de guerre reste-t-il impuni? D'abord parce que le viol peut être commis par n'importe qui pendant une période de conflit armé. Il s'agit d'un crime commis dans un moment opportun où le système légal d'un pays est inexistant. Au Congo, présentement, le système législatif ne fonctionne pratiquement pas, donc les agresseurs agissent en toute impunité. Les criminels ne sont ni accusés ni punis par les tribunaux locaux pour les crimes qu'ils commettent. Lorsque certains agresseurs se sont retrouvés incarcérés, ils se sont rapidement évadés car les prisons sont délabrées, les gardiens sont en nombre insuffisant, sous-payés et n'ont aucune formation. Le résultat de cette absence totale de poursuites judiciaires est que 3 femmes sur 4 ont été violées dans la province du Nord Kivu. À cause de la guerre, les fonctionnaires gouvernementaux, l'armée congolaise, les policiers nationaux sont généralement impayés ou mal payés, ce qui engendre un règne de corruption maintenant le pays dans l'instabilité et laissant le champ libre aux criminels.
Parce que le viol est perpétré dans l'indifférence générale. L'impunité dont je viens de vous parler a favorisé la banalisation de ce crime. Dans plusieurs sociétés, on a fait des femmes et des fillettes des citoyens de deuxième classe qui n'ont pratiquement aucun droit. Dans plusieurs pays, les petites filles n'ont pas accès à l'éducation, aux services de santé, et les femmes n'ont pas le droit de vote, et leurs maris peuvent les battre en toute impunité. Parce qu'on accepte généralement que le viol et les autres sévices sexuels sont des dommages collatéraux à la guerre. Cette situation est perçue comme une réalité inévitable de la guerre et non comme une violation aux droits humains comme elle devrait l'être. Parce que lors de la perpétration de ces viols, les victimes sont intimidées, menacées ou trop honteuses pour porter plainte, donc elles préfèrent garder le silence. Les viols sont souvent pratiqués en public devant les familles et les enfants dans le but d'humilier non seulement la victime, mais l'ensemble de la famille. Les jeunes filles violées ne peuvent plus se marier par la suite, donc les familles refusent de rapporter ces viols. Cette situation est aussi à l'origine de mariages précoces afin de sauver l'honneur des jeunes filles et des familles. Dans certaines communautés, les familles marieront leurs fillettes pour s'assurer qu'elles ne seront pas victimes de viol avant le mariage. Plusieurs de ces fillettes auront des complications à leur premier accouchement dues à leur jeune âge. Parce qu'il y a absence de recours juridique réel. La police et le système judiciaire peuvent être corrompus, ce qui décourage les victimes à porter plainte. Lorsque les victimes n'ont pas confiance au système en place, elles préfèrent se taire et refusent de dévoiler les agressions. Dans d'autres communautés, on refuse les soins médicaux aux femmes victimes de viol pour éviter que ces crimes soient rapportés aux organismes internationaux. Le président du Soudan, Omar el-Bachir, a déclaré pendant les 5 années de sa présidence que le viol au Soudan n'existait pas, qu'il ne s'agissait que d'affabulation. Dans d'autres cultures, les lois en vigueur dans le pays rendent ces infractions difficilement prouvables. Par exemple, au Darfour, la loi en vigueur, la charia, stipule que pour faire la preuve d'un viol, 4 hommes majeurs musulmans doivent avoir été témoins directs des événements. Comme ces crimes sont majoritairement commis en l'absence de témoins, il est pratiquement impossible de poursuivre un agresseur. De plus, si la victime décide malgré tout de poursuivre et que l'agresseur est acquitté, si elle était mariée au moment des événements, elle pourra être poursuivie à son tour pour fornication. Parce qu'il est difficile d'enquêter ces crimes. La majorité des groupes armés sont nomades et plus ou moins bien structurés, donc difficiles à localiser. En temps de conflit, les populations civiles sont aussi déplacées ou vivent dans des camps, ce qui les rend difficiles à localiser. Dans d'autres pays affectés depuis longtemps par les conflits, les victimes n'ont pas d'adresse, pas de papier d'identité. Il est difficile d'estimer l'âge des victimes puisqu'elles ont souvent souffert de malnutrition, ce qui a ralenti leur développement physique. Parce qu'il n'y a aucun moyen technologique pour recueillir les éléments de preuve. L'ADN peut être un élément de preuve déterminant dans la résolution d'un crime d'agression sexuelle. L'ADN est recueilli grâce à la trousse médico-légale. Cette trousse permet de prélever les éléments de preuve sur et à l'intérieur du corps de la victime. Les prélèvements doivent être faits par un médecin et ces trousses doivent être réfrigérées. Malheureusement, dans certains pays, les dispensaires et les hôpitaux locaux sont rarement desservis par l'électricité. Il y a peu de médecins qualifiés pour traiter et faire des examens médicaux adéquats. De plus, il n'y a pas de laboratoire pouvant analyser et comparer les échantillons d'ADN ou tout autre élément de preuve technique comme les empreintes digitales, la balistique ou la biologie. Les crimes sexuels commis en temps de conflit peuvent se présenter sous diverses formes.
les viols par de multiples agresseurs, l'esclavage, l'enlèvement, les mutilations sexuelles, la torture, la prostitution forcée, ainsi que les mariages et les grossesses forcées constituent une atteinte à la dignité et à l'intégrité physique et morale de la personne. Les conséquences de ces actes sur les victimes survivantes sont nombreuses. Les grossesses non désirées ou forcées, la contamination par le virus du sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Dans certains villages de l'Est du Congo, le risque pour les femmes d'être violées est tellement grand que j'ai vu des ONG distribuer des condoms féminins aux femmes pour qu'elles les portent continuellement. Les complications médicales à long terme. Ces femmes n'ont pas toujours accès aux chirurgies, dont quelques-unes deviendront incontinentes. L'infertilité résultant des dommages causés au système reproducteur. Ce risque est plus grand lorsque les femmes ont été victimes de mutilations génitales comme l'excision. Dans un pays comme le Soudan, 89% des femmes sont excisées. Le rejet de la famille et des communautés, l'isolement et la pauvreté, les souffrances psychologiques et le stress post-traumatique. Que se fait-il au niveau international? Le viol est reconnu comme un crime dans plusieurs traités internationaux. Récemment, des avancées majeures ont été réalisées afin d'enrayer cette pandémie. En juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a reconnu le viol comme arme de guerre. Le viol et les violences sexuelles sont reconnus comme des crimes contre l'humanité dans le statut de Rome. La Convention de Genève inclut le viol comme étant un élément d'un crime de génocide lorsqu'il vise à détruire un groupe en particulier. Le sénateur américain Sam Brownback a présenté un projet de loi afin d'obliger les compagnies américaines à divulguer la provenance du tantale et de la colombite qu'elles utilisent dans la fabrication de leurs produits. Si les minéraux proviennent du Congo, la mine d'origine doit être connue afin d'éviter que les États-Unis contribuent au conflit armé et aux violations des droits de la personne. Au Canada, le député d'Ottawa-Centre, M. Paul Dewar, a fait des recommandations pour que le Canada adopte une législation similaire. Effectivement, en 2007, 10 compagnies minières canadiennes détenaient des actifs pour 1,5 milliard de dollars au Congo. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a visité l'Est du Congo en août dernier. Elle a dénoncé la violence faite aux femmes et a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir d'impunité pour les crimes sexuels. Elle a annoncé un déboursé de 17 millions de dollars pour la prévention et la formation des médecins qui traitent les victimes d'agressions sexuelles. Le Centre Pearson pour le maintien de la paix, qui est un organisme canadien, a élaboré un cours destiné à former des enquêteurs spécialisés en agressions sexuelles des Nations unies travaillant au Soudan. Ce cours a également été conçu pour que ces enquêteurs puissent à leur tour former les policiers locaux. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai été recrutée par les Nations unies en 2004 pour me rendre en République démocratique du Congo. J'ai fait partie de l'OSC Team, Office for Addressing Sexual Exploitation and Abuse, assigné en RDC pour enquêter sur la problématique de l'exploitation et de la violence sexuelle sur la population locale par les membres des Nations unies. Il faut d'abord dire que la MONUC, mission de l'Organisation des Nations unies au Congo, comptait 20 000 employés sur le terrain, dont environ 18 000 militaires. La MONUC est la plus importante des missions de paix. C'est une mission humanitaire, donc elle doit nourrir et soigner. C'est une mission de sécurité, donc elle doit protéger les populations dans l'est du pays. Et c'est une mission politique, car elle doit assurer des fonctions gouvernementales de remplacement. Au Congo, 57,5 millions d'habitants. Le Congo compte 57,5 millions d'habitants, ayant une espérance de vie de 44 ans. Il est le troisième plus grand
pays d'Afrique et le 12e au monde par sa superficie. En comparaison, il représente 1,5 fois celle du Québec. Situé à l'équateur, irrigué à souhait, le pays vit de l'agriculture et de l'exploitation minière, or, cobalt, diamant, cuivre. Les récoltes y sont riches et abondantes. De plus, il représente le plus grand domaine de forêt équatoriale au monde. Le pays est traversé par le 2e plus grand fleuve d'Afrique, le fleuve Congo. Le conflit qui ravage présentement le Congo tire son origine de plusieurs sources. D'abord, les guerres civiles et coups d'État qui ont déstabilisé le pays, ainsi que les guerres avec les pays voisins. Ajoutons le génocide rwandais qui a entraîné une arrivée massive de réfugiés fuyant les massacres. Finalement, les conflits internes entre diverses factions armées démobilisées et miliciens d'origine ethnique différente pour le contrôle des richesses naturelles. Le Congo est le théâtre d'un des plus grands et des plus méconnus désastres humanitaires au monde, dans lequel plus de 5 millions d'habitants, pour la majorité des femmes et des enfants, sont morts des causes directes et indirectes de la guerre. Il s'agit du conflit le plus meurtrier en termes de victimes civiles depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce pays compte plus de 1,7 million de personnes déplacées et 17 millions d'habitants souffrent de malnutrition, ce qui fait de la République démocratique du Congo un des pays les plus pauvres du monde. Le scandale sexuel a éclaté à la fin de 2003 et au début de 2004. Il a été médiatisé surtout aux États-Unis et en Angleterre. Des journalistes et envoyés spéciaux des grands réseaux de médias ont fait des reportages chocs sur l'exploitation sexuelle des Congolaises par les peacekeepers. Au même moment, Didier Bourguette, un employé civil des Nations unies à Goma, était rapatrié en France et accusé de pédophilie et de pornographie juvénile en RDC. La majorité des employés de la MONUC ont un comportement exemplaire. Ils ont été révoltés de voir les gestes posés par certains confrères en toute impunité. L'ONU, en tant qu'employeur, devait bien faire comprendre à tous que ces agissements étaient inacceptables et formellement interdits. De plus, la situation avait atteint un degré tel que certains actes d'abus et d'exploitation sexuelle étaient encouragés et ou protégés par certains militaires haut gradés ou hauts responsables de la mission. Ces dirigeants ont laissé leurs subordonnés agir en toute quiétude et en toute impunité. Au niveau local, le comportement sexuel de certains peacekeepers a contribué à accroître le malheur des femmes et des enfants qui étaient déjà aux prises avec les violences sexuelles répétées des miliciens et autres groupes armés. Il est facile d'imaginer leur dégoût lorsqu'ils ont constaté la trahison de ceux qui avaient été envoyés pour les protéger et leur redonner la paix. On ne peut blâmer la population de certaines localités d'être en colère contre les Nations unies. Cette colère est bien visible dans certains secteurs où les femmes et les enfants jettent des pierres sur les véhicules identifiés aux Nations unies en signe de mécontentement. L'ONU a reconnu le problème et a réagi en envoyant une équipe d'enquêteurs et a adopté une politique de tolérance zéro qu'elle fait maintenant respecter dans toutes ses missions à travers le monde. Elle a également mis en place divers programmes de formation pré-déploiement. Suite à cette mission, j'ai poursuivi mon engagement en participant à des conférences et des tables rondes sur la situation des femmes et des enfants dans les zones de conflit. Le Centre Pearson pour le maintien de la paix m'a demandé de collaborer à l'élaboration d'un cours spécialisé en agression sexuelle. Le Centre Pearson pour le maintien de la paix est un organisme fédéral sans but lucratif qui a pour mission d'améliorer l'efficacité des opérations du maintien de la paix dans le monde. Le Centre Pearson forme des policiers, des militaires et des civils appelés à travailler dans les zones de conflit. J'ai donc collaboré avec eux à l'élaboration du cours Sexual Gender-Based Violence destiné à former des enquêteurs des Nations unies déployés dans la province du Darfour, au Soudan. Il s'agit d'un cours axé sur la prévention, l'enquête, l'entrevue,
la collecte de preuves, la dénonciation des agressions sexuelles et autres formes de violences sexuelles fondées sur le genre. En 2008, je me suis rendue au Rwanda et au Kenya pour y former des policiers et des enquêteurs. Ils ont reçu une formation pointue concernant l'enquête d'agressions sexuelles, mais ils ont aussi reçu une formation sur le Code de conduite des Nations unies, l'approche aux populations vulnérables et sur les droits humains. De plus, ces policiers ont surtout appris des techniques d'enseignement qui leur permettront de diffuser les connaissances qu'ils ont acquises à leurs confrères, mais aussi aux policiers locaux. Ces policiers des Nations unies deviendront des mentors pour la police du Soudan. Ceux-ci apprendront des techniques respectueuses des droits humains et une approche aux victimes fondée sur le respect et la dignité. En conclusion, le 21e siècle aura apporté un nouveau mot à notre vocabulaire, le mot fémicide. Ce mot n'existe pas encore dans tous les dictionnaires. Certains le définissent comme étant la destruction systématique et planifiée d'une population féminine comme tactique de guerre. D'autres, comme un terme qui met en lumière les violences systématiques dont sont victimes les femmes en raison de leur sexe. Cependant, tous s'entendent pour dire qu'il s'agit de la réalité pour des millions de femmes vivant sur le continent africain. Merci. Julie, merci beaucoup. En cette veille du 8 mars, c'était précieux pour nous d'avoir non seulement une jeune femme conférencière, mais surtout d'un sujet qui traite vraiment de la réalité des femmes, même si c'est à l'autre bout du monde. Nous ne pouvons pas être indifférents, pas seulement parce que de nos jours c'est la mondialisation, mais d'abord et avant tout parce que comme chrétiens, c'est un sujet qui nous tient à cœur profondément. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir fait un aussi bon portrait, un portrait si détaillé de la situation en quelques minutes seulement. Un tour d'horizon qui va continuer à nous faire réfléchir, qui va certainement habiter notre prière encore pour la plupart d'entre nous. Et sans doute aussi que, à force d'en parler puis d'y réfléchir avec d'autres, on pourra tranquillement aborder, voire même élaborer des pistes de solutions. Merci beaucoup. Donc, en guise de souvenir de cette intervention que tu es venu faire ici cet après-midi à la cathédrale Notre-Dame de Québec, on va te remettre justement une lithographie souvenir de cette cathédrale. C'est le souvenir qu'on remet à chacune des conférencières, à chacun des conférenciers qui vient intervenir depuis le début de cette série qui dure maintenant depuis plus de 20 ans. Alors, chers amis, nous rappelons évidemment que les personnes qui ont donné les conférences, elles le font bénévolement et d'une façon modeste, nous le soulignons, et nous allons offrir à notre conférencière une lithographie qui représente la cathédrale.